Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Flash Fédé, votre émission quotidienne qui fait le tour de l'actualité chaque jour de nos mondiaux, de nos championnats mondiaux de Scrabble francophone qui se déroulent présentement à Trois-Rivières. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Dolores Fortin, qui est directrice de la commission équipe nationale, dis-je bien. Ensuite, nous allons voir une petite entrevue que j'ai faite plus tôt dans la journée avec Patrice Jeanneret. Et finalement, vos deux commentateurs préférés viendront nous parler de l'envers du décor. Alors, en première invitée, alors Dolores Fortin, directrice de la commission équipe nationale de la Fédération québécoise. Dolores, on se connaît un peu, on peut se tutoyer. Oui, bien sûr. Dolores, c'est quoi une équipe nationale? Est-ce que ça ressemble un peu aux Jeux olympiques, par exemple, à une équipe de Jeux olympiques, par exemple? C'est un peu ça, dans le fond. Ce sont les meilleurs de chaque fédération qui sont choisis pour aller participer au championnat du monde de Scrabble. Et c'est autant en duplicate qu'en classique? Oui, en duplicate et en classique, c'est ça. Donc, il y a une sélection pour le duplicate et une sélection pour les classiques. Puis ça consiste en quoi, cette sélection-là? Comment on fait pour déterminer que... Mettons, est-ce que moi, je pourrais faire partie de l'équipe nationale là, si je ne suis pas un grand scrabbleur, par exemple? Pour le moment, non. Tu peux le niveau, mais ça ne veut pas dire que tu peux le devenir à un moment donné. C'est sûr. Donc, nous, on se base au Québec sur le classement international et non pas sur notre classement québécois de la moyenne. OK. La moyenne. Ah. Donc, ce sont les meilleurs au classement international qui peuvent être invités à faire partie de l'équipe nationale. Okay. Donc, évidemment, on commence par les plus forts. Et puis, s'il y en a qui refusent, bien, on descend plus loin dans la liste jusqu'à un certain point quand même. On a combien de personnes dans notre équipe nationale québécoise cette année? Cette année, on a 43 joueurs. C'est une belle équipe nationale. C'est une belle équipe nationale. Oui. Puis ton rôle, toi, là-dedans? Mon rôle, ben c'est ça. C'est que on a des activités de financement pour aider les gens qui veulent participer au championnat pour se faire des sous pour les aider à défrayer les Oui, parce que quand c'est pas au Québec, il faut payer. Il y a des coûts de billets d'avion, d'hébergement, ben oui. C'est ça. Donc, ce n'est pas la Fédé qui nous paye ça, c'est nous qui travaillons. Puis l'équipe québécoise se positionne comment dans le monde du Scrabble? On a des très bons joueurs quand même sur l'équipe nationale. Entre autres, Germain Bouliane, Francis Desjardins. Il y a aussi François Bédard aussi, qui est très fort. Ouais. Donc, on a quand même des bons joueurs de haut niveau. Localement, autre qu'être directrice de la commission, tu es aussi directrice d'un club de Scrabble à Québec. Oui, le club de Charlesbourg. Puis, ça fait combien de temps que tu es directrice de ce club-là? 23 ans. Wow! Est-ce qu'il y a encore de la place? S'il y a quelqu'un qui est de Charlesbourg ou de la région puis qui écoute... Absolument. Okay. N'importe quand, on accepte encore les gens. Ils viennent nous voir. Puis, est-ce qu'il faut être un expert pour aller jouer en club? Absolument pas. On a des joueurs de tous les niveaux. On en a qui commencent des fois, puis ils jouent très peu. Puis il y en a qui jouent longtemps, mais ils restent quand même d'un niveau relativement simple. Ils viennent là pour s'amuser. OK. Tout simplement. C'est tout le temps qu'on a. Merci, Dolores. Bien sympathique d'être venue nous parler. Puis, je te souhaite... tu vas jouer, là? Oui, je vais jouer dans l'élite. Je suis dans les dernières sélections. OK. Tu fais partie de ton équipe nationale. Je fais partie de mon équipe nationale, oui. C'est bon. Ben, je te souhaite toute la chance possible pour les compétitions à venir. Et je vous laisse maintenant avec une courte entrevue que j'ai faite plus tôt dans la journée avec Patrice Jeanneret, qui est déjà le directeur du comité organisateur de Tunis 2026. On écoute ça. Bonjour et bienvenue à Flash Fédé. J'ai avec moi M. Patrice Jeanneret, président du comité organisateur de Tunis 2026, donc où se dérouleront les prochains championnats mondiaux de Scrabble francophone. Patrice, bienvenue. Merci. Merci de m'accorder quelques minutes de présentation pour Tunis 2026. Il est clair que c'est un beau projet. On profite déjà ici de l'expérience québécoise de Trois-Rivières.
Et vraiment, le cadre est somptueux, c'est déjà une bonne chose. Et donc, on se réjouit après de partir dans un endroit différent, totalement différent, donc avec Tunis comme objectif. Pourquoi avoir choisi Tunis, justement? Est-ce qu'il y avait une idée en tête? Parce qu'on est en Afrique du Nord. Est-ce que ce seront les premiers mondiaux en Afrique du Nord? Non, puisqu'il y a déjà eu... alors, si on remonte dans l'historique, il y avait Hammamet dans les années 70, 1980, je pense. Mais il y a eu plus récemment, en 2017, Agadir, au Maroc. Il y a eu Marrakech en 2004 également. Donc, ce ne sera pas les premiers. Ce seront, par contre, les premiers... sous une forme qu'on a voulu. On a eu l'occasion de rentrer en contact avec un groupe hôtelier intéressant et intéressé par ce projet. Et c'est vrai qu'on va vivre une expérience, on va dire, différente d'autres championnats du monde. Est-ce qu'on peut s'attendre à des nouveautés, par exemple, côté championnat ou des tournois spéciaux? Alors, pas vraiment. On a repris un programme relativement habituel, calqué sur d'autres. On a surtout voulu également laisser quelques espaces touristiques pour les gens qui ne veulent pas faire non plus trop de compétition, puisqu'il y a passablement d'attractions touristiques à proximité et pas très loin. On va aussi prévoir des extensions touristiques avant ou après en collaboration avec des agences de tourisme. Le but, c'est d'avoir quelque chose de convivial. Et la particularité, par contre, ce sera de bénéficier d'une privatisation de l'hôtel. Et je peux vous dire qu'en dehors de l'hôtel lui-même et du confort que cela représente, il y a un espace piscine qui fait rêver. Et ensuite, l'hôtel dispose également de sa propre plage, avec tout un bar, toute une plage au bord de la mer. Donc, oui, de quoi joindre, on va dire, le côté festif au côté compétitif. Parce que j'imagine qu'il fait chaud à Tunis en juillet? Alors, je me suis renseigné parce que je sentais que la question allait venir. On est à l'heure actuelle, ils ont 33 degrés. Donc, oui, chaud, mais pas de manière... En Suisse, on dit que c'est le cagnard. Quand ça cogne sur la tête, on dit c'est le cagnard. Ben, c'est le cagnard ici au Québec à l'occasion, parce que nous aussi, on peut atteindre des facteurs humidex de 40 degrés. On a eu ça il y a quelques semaines. Donc, mais c'est très humide. Je crois qu'à Tunis, le climat est plus sec. Mais je ne sais pas si je m'égare. Ça peut peut-être faciliter le confort. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que le climat, on va y aller au mois de septembre encore faire une deuxième mission d'organisation et pour finir les détails, pour voir avec la direction du groupe hôtelier, pour continuer à travailler de manière à concrétiser ce beau projet. Et M. Jeanneret, vous êtes le président sortant de la Fédération internationale, c'est bien ça? Donc, qu'est-ce que ça fait pour vous? Qu'est-ce que ça représente pour vous être à la tête de l'organisation des mondiaux? Alors, il faut dire que lorsque j'ai laissé la Fédération internationale, après quand même 19 années de présidence, je savais qu'en 2026, on avait quelques bribes de destinations potentielles, mais rien de bien concret. Et j'ai eu l'opportunité, lors d'un séjour en janvier en Tunisie, de rencontrer la direction du groupe hôtelier dont je parle, qui est le groupe LAPE, qui est un groupe international. Et dès qu'ils m'ont mis en contact avec leur direction générale, et c'est vrai que c'est là que ça a commencé à se concrétiser. Et malgré les autres dossiers qui étaient un peu avancés, mais pas très solides, je dirais que le dossier à Tunis a très vite conquis, on va dire, tout le monde. Il y a du pain sur la planche. On vous souhaite bonne chance dans l'organisation, vraiment, et on espère qu'on pourra aller vous visiter à nouveau. Et je vous souhaite encore une fois la bienvenue à Trois-Rivières. Merci beaucoup et un grand merci également pour cette organisation qui, comme on en a pris l'habitude au Québec, ça va sur des roulettes. On a l'impression que les gens sont détendus. Et alors que pour avoir également organisé quelques éditions de championnat du monde, je sais que par derrière, il y a quand même des moments de stress, il y a des moments qui sont chauds. Et chapeau à toute l'équipe d'organisation. Ça fait plaisir, Patrice. Merci beaucoup. Merci et merci à toi, Jacques.
Nous voilà de retour pour notre troisième partie de ce Flash Fédé avec nos deux commentateurs vedettes que vous avez pu apercevoir au cours des dernières journées, commentateurs de l'élite classique. Alors, je parle de Tarania Tambiraja. Oui. Et de Nicolas Bague. Oui. Bonjour, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'avais envie de faire une espèce de arrière du décor parce que je vous entends, je vous vois depuis quelques jours posé, vous faites super bien ça, pertinent. C'est presque de l'ASMR, hein, écoutez. Peut-être pas jusque-là. Ouais, peut-être pas. Je déconseille, je pense. Ouais, pour essayer de dormir. Ben oui et non. Bon. Tout d'abord, vous êtes aussi joueur de Scrabble. Ouais, effectivement. Mais plutôt en duplicate. C'est bien ce que j'ai bien compris. On aime bien mêler les deux disciplines, je dirais. Exactement, voilà. exactement. OK. Qu'est-ce qui vous passionne dans l'analyse? Parce que vous analysez la partie, vous ne faites pas que la commenter. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous passionne là-dedans, dans analyser une partie? Je dirais déjà que quand j'ai commencé le classique, je faisais déjà pas mal de duplicates. Et ensuite, quand j'ai commencé à faire du classique pour me dire, je change un petit peu, voilà, c'est pas du tout le même jeu, c'est un peu les mêmes bases, mais on change complètement comment la dimension. Ah oui. Et ensuite, c'est un peu c'est un peu retour aux bases. Donc là, on réapprend tout depuis le début. Et il faut sans cesse se remettre en question et se dire alors pourquoi est-ce que ça c'était bien, pourquoi ça c'était pas bien. Oui. C'est pas juste comment mon coup, ce que je viens de dire là c'est bien, c'est juste il faut comprendre pourquoi est-ce que ça marche comme ça. Donc du coup il faut se poser sans cesse plein de questions et c'est ça que je trouve vraiment fascinant dans le jeu, de pas s'arrêter simplement à franchement c'est que de la chance et d'aller un peu plus loin, et que j'aime bien ce terme de il faut maîtriser la chance du jeu. Exactement. Pareil pour vous? Oui, en fait, c'est ça, c'est le classique. Il y a des styles de jeu, il y a vraiment... en fait, à regarder, à commenter, c'est super intéressant de voir pourquoi de tels joueurs, on a eu des grands joueurs qui ont choisi des coups en particulier qui ont été en fait finalement très très judicieux par la suite, que eux ils ont pu anticiper, que de se dire qu'à la fin de la partie ils disent ah mais peut-être que j'aurais dû faire ça, etc. Du coup de tout regarder autour, c'est fascinant. C'est vrai que ça qui est fascinant, c'est que on joue tous devant la même grille mais on n'a pas la même manière de voir les choses. Donc exactement. En fait c'est super intéressant justement de les voir jouer, de voir du coup le coup d'une certaine manière, et ensuite en entrevue de les voir penser complètement autre chose, et justement voir quelque chose qu'on n'avait pas vu, et effectivement voilà ceci, cela. Et qu'est-ce que vous surveillez en priorité lorsque vous regardez la grille en même temps? Est-ce que vous êtes plus du côté stratégie, coup technique? Qu'est-ce qui vous attire en premier? C'est un peu vague, je trouve, comme question. Je saurais pas trop comment répondre là pour le coup. Il y a des joueurs qu'on connaît pas mal de leur style, typiquement en plus européen. Donc il y a des styles. Oui, bien sûr, il y a des styles de jeu. Il y a des personnes qui adorent justement jouer avec une grille énormément ouverte, énormément éclatée. Justement, il y a des personnes justement que ça va être de manière très fermée. Voilà, qui auront justement extrêmement peur d'ouvrir n'importe quelle place et justement se retrouver avec une grille extrêmement concentrée. Justement, il faut savoir un peu mêler le tout. Mais comme on a bien vu pendant tout le tournoi, qu'il y en a qui ont plus de mal quand justement il y a plein de places ouvertes, pas trop savoir s'il faut aller les bloquer, s'il faut justement les laisser ouvertes parce que... C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire, moi je suis une joueuse lambda classique, j'aurais tendance un peu si je gagne à fermer les places, par exemple. Mais j'avais parlé avec Habib El Habib et il m'avait dit que lui, en fait, au contraire, il fallait pas t'enfermer mais essayer de contrôler la grille. C'était sa vision de la jeu, c'est-à-dire de pas forcément fermer, ouvrir, mais de garder un contrôle sur la grille avec les lettres qu'on a, etc. Ce que j'avais trouvé super intéressant comme remarque. Bien sûr. Et du coup, c'est vrai, c'est fascinant. Et aussi, typiquement, les joueurs européens, ils ont un style assez différent que ceux des Africains, mais ils sont super forts, les Africains classiques, donc c'est assez fascinant. Ouais. Pour vous, qu'est-ce qui ferait la différence entre un bon joueur et un grand joueur? Au classique? Je dirais que parfois, il y a vraiment des coups qui font la différence. Parfois, quand on se dit simplement, ça c'est un bon coup parce que justement, dans la situation, il fallait effectivement qu'il fasse ceci, qu'il fasse justement quelque chose. J'aime bien dire qu'à chaque coup, quand tu as un objectif, soit marquer plein de points, soit améliorer ton reliquat, soit bloquer la grille. Et puis parfois, quand tu arrives à trouver quelque chose, un coup de génie qui fait que tu es largement au-dessus. Parfois, comment c'est simplement... tu es derrière et tu arrives à trouver
le coup qui te donnerait une chance de revenir et peut-être de gagner. C'est ça. Et aussi, je pense qu'il y a des fois, il y a des joueurs qui, à force de regarder du classique, de connaître les styles des joueurs, parce qu'il y en a certains qui font ça, ils regardent des rediffusions de leur adversaire. C'est sûr. Et puis du coup, en fait, ils arrivent à avoir finalement un très bon instinct aussi. Un instinct, je sais même pas si c'est un instinct à ce stade, c'est quelque chose de travaillé. Mais du coup, ils vont bloquer la bonne place sans connaître vraiment les lettres de l'adversaire. Mais ils l'ont su en fait. Si je te donnais un exemple, en ce moment en plus, on l'a un peu remis au goût du jour, donc c'est le coup de Jéroboam de Gauthier Houillon, qu'on avait vu donc, face à Benjamin Valour, qui est aussi un champion du monde. Là, donc un très gros match. Et donc Gauthier qui était complètement mené, qui joue un simple BOA, voilà, qui vaut je sais plus, une dizaine de points, qui sont complètement anodins, et en fait sur un coup de chance, en espérant qu'on tirait les bonnes lettres, puisque visiblement la partie était complètement perdue, il allait pouvoir tirer Jéroboam en eunuple sur BOA déjà posé, et c'est effectivement ce qui s'est passé, et il lui a permis de gagner face à Benjamin. Et c'est ça, donc, ce genre de coups qui sont spectaculaires, et qui font que justement on passe de bons joueurs à de très grands joueurs. Vous avez un joueur où il n'y a pas beaucoup de joueuses. Il y a Marie-Hélène Gandhi. Pourquoi il n'y a pas plus de femmes, vous pensez, en classique? Moi, je dirais que, par contre, parce qu'à contraire du dupliqué, c'est dominé par des femmes en général, je pense que c'est vraiment, faut avoir un grand esprit compétition. C'est les champions qui aiment beaucoup les classiques, parce que c'est tout le temps remis en jeu. On peut pas dominer le classique comme on domine le duplicate. Ça change tout le temps. On prend Quentin cette année qui a fait un excellent tournoi. Il a fait un excellent tournoi aussi il y a 2 ans. L'année d'avant, je crois que c'était beaucoup moins bien, parce que ça varie, et puis on peut faire ça avec n'importe quel champion. On peut regarder l'année d'après, ça peut varier du tout au tout. Donc je pense que c'est ça qui booste beaucoup plus peut-être des joueurs que des joueuses qui préfèrent plus être au duplicate. On joue plus contre soi-même finalement, à se pousser au bout. Rapidement, vous avez un joueur coup de cœur en ce moment? Joueur coup de cœur en ce moment franchement, je connais maintenant énormément de joueurs, mais moi je dirais facilement Gauthier Houillon, parce que c'est un ami, et parce que je le vois progresser, que il est beaucoup trop fort, que voilà. Vos prévisions pour la première position? Je pense Quentin. Du coup, oui, entre les deux, évidemment, Quentin, évidemment. Mais en fait, c'est vrai. Parce qu'on le connaît, voilà. Parce qu'on le connaît très bien, mais j'avais fait la remarque, j'ai dit, en vrai, la finale est tellement belle entre KJC et Quentin. Les deux, ils ont à peu près le même âge, ils ont KJC aussi, il a fleuri de grandement récément, et puis même si je pense qu'on aimerait que ce soit Quentin, mais si c'est KJC qui gagne, c'est aussi très très cool, quoi. Et pour Nigel, rapidement, c'était marrant de le voir jouer. Oui, vous le voyez jouer. Il refuse de faire des entrevues, donc on peut pas beaucoup aller plus loin que ça, mais ça vous fait quoi de le voir jouer? Le fait que justement il fasse pas d'entrevue, ça garde un peu le côté mystique. Ça garde une aura. Parfois il joue des choses qui sont lunaires. On saura jamais. On comprend pas trop. Mais parfois c'est vraiment très très bon. Vraiment ce qui fait il y a vraiment eu on retrouve plein de parties où c'est incroyable les coups qu'il arrivait à décoter. Donc on parlait depuis le début du logiciel Quackle, et en fait sur certaines perspectives il est bien meilleur que l'ordinateur, mais bien meilleur quand même. Donc justement Francis Desjardins qui a donc fait cette compétition, voilà, votre champion québécois, qui avait donc effectivement analysé plein de parties, et qui s'est retrouvé à ce que effectivement Nigel ce qu'on appelle les optimisations de fin de partie, donc au moment où on connaît les deux mains des deux joueurs, Nigel est bien meilleur que Quackle sur ce genre de choses. C'est assez c'est un phénomène. C'est un phénomène. Et du coup, et puis parfois quand on se retrouve avec des parties très étonnantes, du coup on a eu la partie contre Guillaume Lecut, qui était tout aussi lunaire, mais du coup on n'arrive pas trop à savoir ce qui se passe. Et ça rajoute encore une fois un peu de la légende, du mythe au personnage de Nigel. Et puis d'ailleurs dans les bons joueurs de classique cette année en tout cas, j'avoue Gauthier Houillon, mais moi j'adore Paul Bergeron. Il a été. C'est vrai. Il a été. C'est un classique. On en avait parlé quand j'étais au Québec. Et puis il a fait quand même un très bon tournoi.
Absolument. C'est une des rares défaites. Je l'ai reçu en entrevue d'ailleurs. C'est ça, c'est une des rares défaites de Quentin. Non, franchement, il peut être fier, je pense aussi. Tarania, Nicolas, je vous remercie. Je me doutais que vous étiez sympathique, mais je le confirme. Vous êtes vraiment très gentil. Merci d'avoir participé. Est-ce qu'on vous écoute encore demain? Est-ce que vous faites partie? Non, après. On va laisser les joueurs qui ont joué commenter. Parfait, mais c'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ce qui m'a fait notre émission. Je vous donne rendez-vous demain.